Chapitre 1. Billet. Aller simple pour la gloire, et peut-être la diarrhée. L'odeur de sel, de sueur et de regret flottait épaisse dans l'air du matin au port de Queenstown. C'était le genre d'odeur qui vous faisait vous demander si l'océan avait des problèmes digestifs. Au milieu du bruit des mouettes hurlant comme si elles étaient soumises à un audit fiscal, se tenait Anna Oshie, 19 ans, rousse, pleine de rêves, et armée d'une valise, d'une flasque cabossée et d'une quantité inquiétante de pommes de terre entassées dans les poches de sa robe. On ne savait jamais quand on aurait besoin de glucides d'urgence. Elle plissa les yeux devant la silhouette monstrueuse devant elle, le RMS Titanic. Une ville flottante, disait-il. Insubmersible, insistait-il. Plus grand que l'ego du prêtre du village, affirmait un habitant. Anna n'en était pas si sûre. On aurait dit que quelqu'un avait pris une montagne, l'avait aplatie en une saucisse de luxe et l'avait posée sur l'océan. Derrière elle, sa mère pleurait avec le genre de drame réservé aux funérailles et aux feuilletons télévisés. Tu mourras du mal de mer, ou pire, de l'américanité, pleura-t-elle, serrant l'écharpe d'Anna comme si c'était la dernière miche de pain d'une famine. « Je vais être bien, maman, » répondit Anna en essayant de détacher les griffes de sa mère. New York a des emplois, de la nourriture et des toilettes intérieures. Je vivrai comme une reine. Tu n'aimes même pas t'asseoir sur des chaises, ajouta son petit frère Pip de manière utile. Ils te feront manger des choses qui ne sont pas bouillies. Anna les ignora tous les deux. Elle ajusta son châle avec toute la détermination de quelqu'un sur le point d'embarquer sur un navire dont elle ne pouvait même pas épeler le nom, fit un geste théâtral comme une royauté à prix réduit et s'avança vers la passerelle. Elle trébucha immédiatement. Un marin plus âgé la rattrapa avant qu'elle ne touche les pavés. « Première fois en mer, mademoiselle ? » ?»« Apparemment, c'est la première fois que je mets les pieds sur du bois, » murmura Anna. Il a ri et l'a aidée à monter à bord. C'était officiel. Elle était maintenant une passagère de 3e classe sur le plus extravagant des paquebots flottants. L'intérieur du Titanic était un pas ce à quoi Anna s'attendait. Elle s'était attendue à des bottes de foin, des seaux pour les toilettes, et peut-être une chèvre nommée Trevor. À la place, il y avait des murs blanchis à la chaux, des lumières électriques et des sols carrelés. Ça ne sentait ni la moisissure ni le désespoir. Il n'y avait pas de rats visibles, ce qui était soit un excellent signe, soit un terrible présage. Peut-être que les rats savaient en quelque chose qu'elle ne savait pas. Anna suivit un panneau qui disait « 3e classe, par ici, paysan », ou du moins, c'est ainsi qu'elle le lisait. Elle descendit, descendant les niveaux d'opulence jusqu'à ce que le papier peint disparaisse et que tout devienne agressivement pratique. Quand même, c'était plus propre que le cottage de sa cousine Maureen. Pas de poules, pas d'oncles qui fument à l'intérieur. Sa chambre était partagée, naturellement. Elle ouvrit la porte et fut immédiatement frappée par l'odeur de savon, de laine et de sous-vêtements bouillis de quelqu'un. Ce n'était pas horrible, ce n'était pas génial, c'était, au mieux, légalement acceptable. Une fille avec un visage plein de taches de rousseur et un ruban dans les cheveux de la taille d'une nappe s'est présentée comme Elsbeth. « Je viens de Suède. Mon frère dit que je ronfle comme un morse en train d'accoucher. »« Enchanté, » répondit Anna poliment, reculant lentement vers le lit le plus éloigné d'Elsbeth. Il y avait 4 couchettes au total. Une était occupée par une vieille femme serbe qui avait déjà aligné ses chaussures comme des soldats et fixait un savon comme s'il lui devait de l'argent. Anna apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Milena et qu'elle avait déjà giflé un douanier pour avoir éternué près de son pain. Le dernier lit appartenait à une petite fille italienne nommée Lucia,
qui semblait n'avoir emporté qu'une harmonica et un chou étrangement gros. Maman a dit que le chou garde l'âme pleine, expliqua-t-elle joyeusement. Anna ne discuta pas. Qui était-elle pour remettre en question la théologie du chou? Les heures passèrent. Les bagages étaient rangés. Les dents étaient brossées avec de l'eau douteuse. Le Titanic commença à bouger, et un petit cri de joie éclata dans la 3e classe. Quelqu'un a essayé de chanter. Quelqu'un d'autre est tombé. Un steward a crié de « respecter les rampes ». C'était très festif, dans un genre de parade à petit budget. Anna se retrouva sur l'un des ponts inférieurs, regardant par un hublot de la taille d'une crêpe. L'océan lui fit un signe de la main, avec arrogance. Elle ne pouvait pas dire si c'était accueillant ou s'il avait l'intention de tuer tout le monde à bord. Elle fut tirée de ses pensées par un bruit de fracas. Un garçon, grand, maigre, avec un nez sur lequel on pouvait trancher du fromage, avait trébuché sur un seau à vadrouille. « Cette fichue serpillière a essayé de me tuer », dit-il en se redressant. « Je suis Daniel, de Cracovie. Anna, d'un endroit que tu n'as jamais entendu parler. J'ai entendu parler de désespoir et de mauvaise hygiène. Nous pourrions être voisins. » Anna sourit. « Première fois que tu traverses l'Atlantique? Première fois sur quelque chose de plus grand qu'une charrette à chèvres. Une fois, je suis tombé d'un canoë, dans un étang. Elle l'a aimé immédiatement. Il était soit désespéré, soit intrépide, et les deux étaient acceptables. » Plus tard, Anna explora. Le Titanic était un labyrinthe sans fin de couloirs, d'escaliers et de panneaux qui supposaient que tout le monde pouvait lire l'écriture cursive. Finalement, elle tomba sur le salon de restauration de 3e classe. Elle poussa un cri de surprise. Il y avait des chaises. Pas de caisse. Des chaises réelles. Table, nappe. Non, juste du bois poli. Quand même, du bois qui n'avait pas de termites. Les murs étaient, tenez-vous bien, peints. Exprès. L'air sentait l'ambition bouillie et le chou léger. Elle regarda autour d'elle pour s'assurer qu'elle ne s'était pas accidentellement retrouvée en 2e classe. Daniel apparut à ses côtés, tout aussi stupéfait. Ses poings propres. C'est suspectement décent. Je n'y fais pas confiance. Lucia et Milena waddlèrent derrière eux, la première essayant de faire tenir l'harmonica sur son chou comme un chapeau. Ils se sont assises ensemble à une table boulonnée au sol, probablement au cas où quelqu'un s'excitait trop et le retournait. Puis vint la nourriture. Un steward, jeune, maussade, possiblement maudit, posa un bol de soupe devant elle. C'était grisâtre, grumeleux, mais c'était chaud et ça ne bougeait pas. Selon les normes de la 3e classe, c'était un repas 5 étoiles. Le pain a suivi, dense, caoutchouteux, défensif. Anna a essayé de casser un morceau et a failli perdre une molaire. « Ce pain pourrait arrêter des balles », murmura Daniel, rongeant comme un écureuil. « Ce thé pourrait enlever la peinture », répondit Anna en le sirotant avec révérence. C'était fort, chaud et vaguement insultant. Elle adorait ça. Milena émit un bruit sourd dans sa gorge, peut-être une approbation ou un présage de mort. Lucia commença à taper sur son harmonica comme sur un tambour. Ils formaient un groupe étrange, international, peut-être explosif, mais c'était maintenant ces gens. Cette nuit-là, Anna était allongée dans son lit, fixant les lattes en bois au-dessus d'elle. Cette nuit-là, Anna était allongée dans sa couchette, fixant les lattes de bois au-dessus d'elle. Le navire vibrait autour d'elle, vivant, immense, et portant des rêves plus lourds que des bagages.
Elle se sourit à elle-même. « Pas mal pour une boîte de conserve flottante », murmura-t-elle. Milena murmura quelque chose en serbe qui se traduisait probablement par « ne porte pas la poisse ». Mais Anna était déjà en train de s'endormir, le ventre plein de soupe tiède, l'âme réchauffée par le thé, et le cœur, peut-être, commençant à croire en quelque chose qui n'impliquait pas de pommes de terre. Chapitre 2. Le donjon. Étonnamment propre. Anna se réveilla au son de quelqu'un qui se gargarise avec du savon. Ou du moins c'est ce que ça ressemblait. Sa première pensée fut qu'elle était morte, qu'elle avait ascendu à une version irlandaise du paradis et qu'elle avait été logée à côté d'une valkyrie avec un écoulement nasal postérieur. Sa deuxième pensée fut que Milena se brossait les dents en leur murmurant des malédictions. Elle n'était pas loin. Milena, entièrement vêtue de 7 couches de noir appropriées pour un enterrement et de 2 écharpes, se brossait en effet les dents avec ce qui ressemblait à une brosse à dents taillée dans une pâte de mouton et du savon capable de décaper la peinture. « Bonjour » croissa Anna. « Vraiment » répondit Milena d'un ton qui suggérait que les matins étaient une offense personnelle. Elsbeth, la Suédoise, était assise en tailleur sur son lit, tressant ses cheveux tout en fredonnant quelque chose qui aurait pu être un hymne de bataille ou une recette de confiture de canneberge. Ses yeux brillaient d'un optimisme naïf qui rendait Anna irrationnellement méfiante. Lucia était sous son lit à jouer de l'harmonica à une tonalité auparavant connue uniquement des baleines et des alarmes d'urgence. Quelqu'un dans le couloir cria « Au nom de Neptune, faites taire le fantôme de la mer !» Anna se leva du lit et tomba au sol avec la grâce d'une grange qui s'effondre. « Il est temps de saluer la journée », murmura-t-elle en revêtant son dignité d'urgence. Le couloir sentait le tissu bouilli et la détermination. Le couloir sentait le tissu bouilli et la détermination. Anna se dirigea en traînant les pieds vers les toilettes communes, qui étaient plus propres que prévu et seulement légèrement effrayantes. Il y avait de vrais lavabos, avec de l'eau, qui coulait, pas toujours chaud et pas toujours dans la direction souhaitée, mais ça fonctionnait. Le miroir était légèrement fissuré, peut-être à cause du regard perçant de Milena. Anna se mouilla le visage, se brossa les dents avec quelque chose qui ne pouvait à peine être qualifié de menthe, et envisagea d'écrire une note de remerciement à celui qui avait décidé que la 3e classe devait avoir une hygiène fonctionnelle. La note commencerait par « Cher sorcier ». Le petit déjeuner était annoncé par le tintement d'une cloche qui ressemblait étrangement à quelqu'un frappant un tuyau avec une cuillère. Mais qui s'en souciait? C'était l'heure de manger. Dans le salon de restauration, la pièce bourdonnait de l'énergie de 700 personnes alimentées uniquement par l'espoir, le thé et les glucides complexes. Anna prit sa place habituelle, qui relevait plus des droits de squat que d'une véritable désignation. Daniel glissa sur le banc à côté d'elle, affichant un air étrangement satisfait pour quelqu'un qui venait de survivre à une autre nuit dans une boîte en métal pleine d'inconnus. « Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui » demanda-t-il, reniflant l'air comme un raton laveur détectant un ragoût. « Des rêves bouillis, avec un accompagnement de regrets, » répondit Anna. Le steward arriva et leur posa devant un bol de bouillie. C'était beige, visqueux, et cela tremblait légèrement quand on le touchait. « Ça bouge », observa Anna. « Les vaches à la maison aussi. »« On les a quand même mangées, » dit Daniel, déjà à sa 3e bouchée. Un morceau de pain suivit. Celui-ci avait la texture du grès et la chaleur d'une promesse brisée. Anna a essayé de mordre dedans et a failli se briser les sentiments. Lucia apparut, serrant son chou
Comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, elle le plaça solennellement à côté de son bol comme un centre de table. « Ne penses-tu pas que le chou devrait avoir son propre lit ?» demanda Anna. Lucia avait l'air offusqué. « Ça écoute. » Milena est arrivée en dernier, lançant des regards furieux à tout le monde, y compris au pain. Elle s'assit avec l'air d'un juge-président, un procès particulièrement incompétent. Ils ont mangé dans un silence relatif, pas parce que c'était un moment spirituel, mais parce que mâcher le pain nécessitait 80% de leur force de mâchoire. Après le petit déjeuner, les passagers ont eu du temps libre, ce qui signifiait qu'ils pouvaient se déplacer dans certains couloirs sans se faire crier dessus. Anna décida d'explorer à nouveau, découvrant cette fois-ci la zone de blanchisserie, un placard à balai qui pourrait être hanté et une salle de stockage pleine de barils mystérieux étiquetés « Pas pour les humains ». Elle se retrouva sur le pont ouvert de 3e classe, plus cage que promenade. Pourtant, il y avait de l'air frais, des éclaboussures de mer occasionnelles et une vue sur l'océan à la fois majestueuse et angoissante. Daniel apparut à côté d'elle avec un journal qu'il ne comprenait manifestement pas, mais qu'il tenait pour les faits. « Quelque chose d'intéressant ?» demanda Anna. « Apparemment, une vache a donné naissance dans le Wisconsin. C'est en première page. » Un miracle. Il regardait un Atlantique qui avait la couleur de l'acier ancien et s'étendait à l'infini. Anna frissonna, pas à cause du froid, mais à cause de la pensée silencieuse qu'elle pourrait ne pas revoir la terre pendant des jours. Nous flottions dans une boîte de conserve propulsée par un feu invisible, dit-elle. Romantique, n'est-ce pas? Répondit Daniel. Le déjeuner arriva vite, comme une cloche de dîner dans un internat. Le déjeuner arriva vite, comme une cloche de dîner dans un internat. Ils furent de nouveau parqués en groupe, comme du bétail bien habillé. Anna faisait partie du 2e service, ce qui signifiait que la nourriture était tiède et vaguement rancunière. « Le plat du jour semble être ponte du ragoût, » annonça Daniel. « C'est toujours du ragoût. Je pense que celui-ci pourrait être de la viande de bœuf. » Lucia remua le sien pensivement. Ça pourrait être une carotte qui a échoué à réaliser ses rêves. Le pain était le même. Le thé était présent. La dignité était facultative. Milena fronça les sourcils en regardant la soupe, puis Daniel, puis le plafond. Elle murmura en serbe, invoquant peut-être une légère malédiction météorologique. « Elle t'aime bien, » dit Anna. « Elle a déjà poignardé un homme avec une cuillère pour avoir mâché trop fort. Je considère cela comme une menace et un compliment. » Ce soir-là, Anna et Daniel ont rejoint un spectacle de talents improvisés, animé par un jeune homme, avec une claudication et un épais accent écossais qui transformait chaque mot en mystère. Ce soir-là, Anna et Daniel ont rejoint un spectacle de talents improvisés, animé par un jeune homme avec une boiterie et un fort accent écossais qui transformait chaque mot en mystère. Elsbeth chanta quelque chose de saisissant en suédois. Lucia a joué un duo d'harmonica avec son chou. Cela n'a pas beaucoup contribué musicalement. Daniel a récité de la mauvaise poésie qu'il prétendait avoir écrite sous une détresse émotionnelle extrême. Anna a fait une lecture dramatique d'une lettre fictive qu'elle avait écrite à la reine Victoria, demandant un meilleur ragoût. La foule, 10 personnes, 2 chats et un balai suspect, a applaudi poliment. Le dîner de ce soir était des pommes de terre bouillies avec un accompagnement de viande mystérieuse. Le dîner ce soir-là était des pommes de terre bouillies avec un accompagnement de viande mystérieuse. Ou peut-être de la viande mystérieuse avec un accompagnement de regret. Anna n'a pas demandé. Alors qu'il mangeait, un steward passa et demanda s'il serait intéressé par les services de la chapelle plus tard dans la semaine. Milena a demandé si Dieu pouvait améliorer le pain.
Le steward s'en alla rapidement. Anna s'adossa, le ventre plein, l'esprit embrumé, et pensa « ce n'était pas si mal ». Bien sûr, les toilettes étaient partagées, les lits étroits, et le pain potentiellement mortel, mais elle n'avait pas ri autant depuis des mois. Elle regarda autour de leur table. Daniel essuyant le ragoût de sa chemise, Lucia jouant de l'harmonica pour un rat, nommé Alfonso apparemment, Elsbeth parlant à une cuillère, Milena lançant un regard meurtrier à une carotte. Ils étaient absurdes, ils étaient chaotiques, et ils étaient les siens. Cette nuit-là, Anna était allongée dans son hamac, écrivant dans son journal. 2e jour à bord du Titanic. Nous avons officiellement survécu à 3 ragoûts, un balai fantôme et au moins 2 pommes de terre potentiellement maudites. Le moral est étrangement élevé. Je soupçonne une addiction au thé. Ma chambre sent la défaite, mais au moins elle est amicale. Elle glissa le journal sous son oreiller, ferma les yeux et sourit. Quelque part en dessous, les moteurs ronronnaient, et au-dessus, les étoiles clignotaient indifféremment sur le miracle flottant de l'absurdité humaine en dessous. Chapitre 3. D'abord la soupe, ensuite la civilisation. Anna n'avait jamais dans sa vie fait partie de quelque chose d'aussi élégant, d'aussi raffiné, d'aussi suspicieusement propre. Le salon de restauration de 3e classe était franchement déconcertant. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que ce n'était pas le cas. Elle était entrée dans la pièce en s'attendant à de l'herbe humide, peut-être un seau de navet mariné dans un coin, et s'était retrouvée dans ce qui ne pouvait être décrit que comme la salle de bal perdue d'un château très modeste sur le thème du chou. Les murs étaient blancs. Pas blancs accidentellement à cause de la moisissure, mais intentionnellement peints en blanc. Les sols étaient carrelés, les tables étaient en bois, polies, et fixées au sol comme si quelqu'un s'attendait à des turbulences, une mutinerie ou une danse folklorique très enthousiaste. Anna regarda autour d'elle comme si elle s'attendait à ce que l'illusion se fissure. Peut-être que le plafond s'effondrerait, peut-être que le brouillard parfumé au chou se dissiperait et révélerait une chèvre sévère nommée Margaret qui dirigeait la cuisine. Mais non, il y avait des stewards humains, avec des tabliers propres et seulement un léger désespoir dans les yeux. Daniel s'assit à côté d'elle, tout aussi déconcerté. Je ne dis pas que nous sommes morts et allés au paradis, mais si un ange me sert de la soupe, je vais être très contrarié par ma dernière confession. Lucia avait encore apporté le chou. Elle le tenait maintenant sur ses genoux, comme un enfant. Le chou avait apparemment été promu au rang de trésor de famille. Milena était assise au bout du banc, les bras croisés, scrutant la pièce comme si elle planifiait son exécution. Elle était la seule personne vivante capable de faire en sorte qu'un éclairage chaleureux ressemble à une insulte personnelle. Un steward apparut, tenant un plateau, comme s'il risquait d'exploser. Il posa les bols de soupe avec une précision mécanique et l'enthousiasme émotionnel d'un fantôme victorien. Anna fixa la sienne. C'était beige. C'était le seul mot pour ça. Beige, vaguement liquide. Ça sentait les décisions trop cuites. « C'est prometteur », dit Daniel. « Il ne m'a pas encore sifflé. » Anna plongea sa cuillère dedans. Elle ressortit légèrement plus lourde. Elle prit une bouchée et marqua une pause. « D'accord, » dit-elle, la voix basse. « C'est comestible. » Daniel haleta. « Ça a du sel. Et une suggestion de légumes. »« Ce n'est pas de la soupe, » interrompit Milena d'un ton sec. « C'est le courage paysan devenu liquide. » Lucia teintait sa cuillère contre son bol de manière rythmique.
Ça a le goût de la victoire. Ça a le goût de navets qui ont essayé, murmura Anna. Pourtant, ils ont tous mangé. Et quelque chose s'est passé. Quelque chose de magique. Pas tout à fait un miracle. Pas tout à fait de la stabilité gastro-intestinale. Quelque chose de mieux. Conversation. Cela a commencé par des choses simples. Lucia annonçant qu'elle avait déjà vu une chèvre manger les devoirs de sa sœur. Elsbeth les rejoignant depuis une autre table pour déclarer qu'elle avait tressé ses cheveux si serrés qu'elle pouvait entendre des signaux radio. Daniel prétendit qu'il s'était un jour déguisé en cheminée pour échapper à une demande en mariage. Anna a raconté sa propre histoire, la fois où elle s'est inscrite par accident pour devenir religieuse en malentendant une tombola de l'église. Bientôt, la table était en pleine effervescence de rire. Les stewards leur lançaient des regards en coin. Les autres passagers les dévisagèrent, comme on le fait quand on regrette de s'être assis trop près de la table bruyante à un mariage. Mais personne ne s'en souciait. Pas eux. Parce qu'à ce moment-là, entre les cuillerées de triomphe en soupe, ils n'étaient pas des immigrants, des paysans ou des statistiques dans le registre des passagers de quelqu'un. Ils étaient des gens. Puis, avec des histoires et des traumatismes à base de choux. Après le dîner, quelqu'un sortit un jeu de cartes si usé qu'il ressemblait à un parchemin ancien. Le groupe se rassembla par terre dans un coin du saloon et commença un jeu sans nom, sans règles, qui se termina par Daniel déclarant la guerre à une cuillère. Elsbeth jouait de l'harmonica pour la musique de fond. Lucia dirigeait la mélodie en utilisant un morceau de pain comme une baguette de chef d'orchestre. Milena regardait depuis une chaise, murmurant des jugements dans au moins 3 dialectes balkaniques. Ils ont ri. Ils ont crié. Ils ont fait assez de bruit pour qu'un steward s'approche et tousse de manière significative. Anna se pencha. « Nous devrions probablement emmener cette fête quelque part de plus discret. Comme la lune, suggéra Daniel. J'ai entendu dire qu'ils tolèrent le rire là-haut. » De retour dans la salle des couchettes, ils continuèrent de la partie de cartes en utilisant des boutons, des croûtes et le chou de Lucia comme monnaie de pari. Elsbeth a gagné la plupart des manches. Milena n'a gagné aucune partie, mais a accusé tout le monde de tricher et de communisme. Il était presque minuit quand ils se sont enfin allongés. Anna, avec son ventre encore chaud de bouillon mystérieux, ressentait un sentiment d'appartenance inconnue. Elle fixa le plafond. C'était rouillé, écaillé, complètement sans inspiration. Elle a adoré. Le lendemain matin, la cloche sonna pour le petit déjeuner et ils descendirent une fois de plus dans la chambre sacrée de la nutrition de 3e classe. Le lendemain matin, la cloche sonna pour le petit déjeuner et ils descendirent une fois de plus dans la chambre sacrée de la nutrition de 3e classe. Cette fois-ci, de la bouillie glorieuse, gluante, collante. On aurait dit que quelqu'un avait essayé de transformer la colle à papier peint en religion. Anna s'y mit avec enthousiasme. C'était chaud, vaguement nourrissant, et ça ne tentait pas de s'échapper du bol. Lucia étala de la margarine sur une tranche de pain avec la révérence d'un prêtre oignant un roi. Daniel leva sa cuillère. À la bouillie, la nourriture des champions, ou du moins des survivants. Ils entrechoquèrent leurs cuillères. « Tu sais ce qu'il faut à ça ?» demanda Anna. « Du goût ?» dit Elsbeth. « Joie ?» demanda Lucia. « L'alcool » déclara Milena. Comme si ces mots l'avaient convoqué, un homme de l'autre côté de la pièce prit une gorgée suspectement longue d'une tasse en fer blanc et lui fit un clin d'œil. Son thé était probablement plus courageux que le leur.
Daniel se pencha en avant. « J'ai entendu dire qu'il y a un bar à bord pour la 3e classe. Un vrai bar, avec de la bière. Ça a l'air inventé, » dit Anna. « Comme les licornes ou les toilettes sèches. On dit qu'il faut connaître un gars, puis marmonner un code en latin maritime ancien. »« Alors, » dit Anna en servant de la bouillie, « nous partons en quête. » La grande quête du bar s'est révélée être moins épique et plus une errance maladroite dans les couloirs. La grande quête du bar s'est révélée moins épique et plus une errance maladroite dans les couloirs. Ils passèrent devant des panneaux sans fin qui disaient « Interdit d'entrer »,« Réservé à l'équipage » et un qui disait simplement « Absolument pas ». Ils finirent par trouver une petite porte gardée par un vieux steward avec la posture d'un point d'interrogation. « Mot de passe » demanda-t-il. « Chou bouilli » essaya Daniel. « La loyauté des navets » proposa Anna. « Le désespoir existentiel » dit Elsbeth. « Soupe » grogna Milena. Le steward hocha la tête. « Proche, mais pas tout à fait. » À l'intérieur se trouvait une pièce de la taille d'un placard, avec 3 fûts, 2 tables et une odeur capable de décaper le vernis. Une douzaine de passagers étaient entassés autour de Mug, les yeux brillants d'un plaisir interdit. Ils avaient réussi à se procurer quelque chose qui prétendait être de la bière. Ça avait le goût de la trahison et de l'espoir. Anna l'a quand même bu. « Je me sens aventureuse », déclara-t-elle. « Je ressens un regret intérieur », dit Daniel en examinant le liquide. « Cette bière a des opinions. » Ils portèrent un toast en silence. Ce n'était pas bon, mais c'était partagé. Plus tard dans la nuit, de retour dans leur dortoir, Anna fit une grande annonce. « Demain, dit-elle, nous dînons comme des rois. »« Tu veux dire manger la soupe d'abord puis pleurer après ?» demanda Daniel. « Non, je veux dire que nous l'embrassons, le ragoût, le pain, le chou. Nous acceptons que c'est notre vie maintenant. » Milena leva les yeux. « On dirait que tu as vu le fond du verre de bière. »« J'ai vu des choses, » murmura Anna. « Des choses flottant dans le thé. Des choses que je ne pouvais pas identifier. » Elsbeth commença à tresser les cheveux de tout le monde. Lucia a commencé une berceuse sur son harmonica. Daniel a essayé de graver ses initiales dans une pomme de terre. Anna s'allongea sur son oreiller. La soupe avait été comestible. Le pain avait été défendable. La bière avait été douteuse. Mais les gens étaient glorieux, même si la moitié d'entre eux parlaient aux légumes. Chapitre 4. Faim, frasque et espérance. Servi. Chaude. Anna se réveilla au son mélodieux de quelqu'un qui ronflait comme un accordéon rempli d'abeilles. Elsbeth, en pleine gloire symphonique, était allongée sur le dos avec un ruban à cheveux qui s'accrochait désespérément à une seule tresse héroïque. Milena, sur la couchette en dessous, était déjà habillée et aiguisait une cuillère. Pour quelle raison, personne n'osait demander. Lucia, bien sûr, donnait des miettes à son chou et murmurait des affirmations. « Tu es croustillante, tu es résiliente, tu es aimée. » Daniel fit irruption dans l'embrasure de la porte comme un homme poursuivi par le destin ou un poulet en liberté. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu !» cria-t-il. Anna, les cheveux ressemblant à une crise de la quarantaine d'un oiseau, le regarda en plissant les yeux. « Si c'est encore à propos de la bouillie, je jure par Neptune. Non, ils servent du bœuf aujourd'hui, du vrai bœuf. Peut-être bien, il y avait un sabot impliqué. » Elsbeth s'assit si vite qu'elle réussit un décollage temporaire. « Quelqu'un a-t-il dit de la viande ?»« Produit ressemblant à de la viande, » précisa Daniel.
Nous passons à la vitesse supérieure. Milena émit un petit grognement qui aurait pu être de l'excitation. Ou des gaz. Le groupe l'a pris comme un signe. Le salon de dîner bourdonnait. Le salon de restaurant bourdonnait. Pas au sens littéral, bien que quelqu'un ait vu une mouche suspecte bourdonner près du thé, mais d'une manière qui disait « quelque chose de monumental se préparait ». Le menu du jour, un ragoût qui sentait vaguement l'ambition. Le bœuf était présent, ou du moins des morceaux de quelque chose qui avait autrefois fait meuh. Il y avait probablement des carottes et des pommes de terre qui faisaient de leur mieux. Anna piqua son ragoût. Ça a légèrement tremblé. « Cette viande a des opinions », remarqua-t-elle. « Le mien a grogné », dit Elsbeth. Lucia mangea la sienne délicatement, puis en donna un morceau à son chou, qu'il accepta avec une dignité stoïque. Daniel, comme toujours, dévora son bol comme un homme qui devait de l'argent à la cuillère. « C'est le goût du progrès », déclara-t-il. « Du bétail de classe moyenne supérieure. Au moins !» Milena fit un signe de tête approbateur. Ou peut-être que son cou a craqué. Quoi qu'il en soit, un consensus a été atteint. Ce ragoût était un triomphe. Ils ont mangé comme des royaux légèrement confus, parfois inquiets, mais des royaux quand même. Anna se pencha en arrière, sirotant son thé d'après-ragoût, qui cette fois ne servait pas de dissolvant. Elle soupira. Qu'est-ce qu'il y a après? Des desserts enflammés? Du champagne? De la vulnérabilité émotionnelle? Un bal de salon, proposa Daniel. Un concours de poésie, ajouta Elsbeth. Jonglage de couteaux, proposa Milena, les yeux trop sérieux. Un concours de choux chantants, murmura Lucia avec rêve. Ils s'arrêtèrent tous, puis hochaient lentement la tête. Oui, cela semblait juste. Cet après-midi a été déclaré journée d'échange culturel. Cet après-midi-là a été déclaré jour d'échange culturel. Ou du moins, c'est ce qu'Elisabeth a déclaré, qui a organisé un festival improvisé dans le couloir B12. Le couloir en question était étroit, humide, et juste à côté d'un tuyau suspectement résonnant, mais il avait une excellente acoustique et peu de passages. Lucia a interprété un duo harmonique de chou. Le chou a tenu ses notes mieux que prévu. Daniel a tenté le stand-up, impliquant principalement des imitations de divers stewards, ce TA des dents, et une reconstitution dramatique de Milena, rencontrant une fourchette. Pourquoi cela a-t-il des dents? Qu'est-ce que je suis de la noblesse romaine? Tamae. Milena elle-même a donné un monologue stoïque sur la guerre des Balkans, qui s'est transformé en une recette de pâtisserie improvisée et s'est terminé par un défi de bras de fer contre un homme invisible nommé Pétard. Anna, pour ne pas être en reste, a exécuté une danse interprétative intitulée « Pain bouilli, une tragédie ». Le public, environ 7 passagers curieux, un steward confus et un rat à la posture suspecte, applaudit à tout rompre. Quelqu'un a suggéré de recommencer demain. Quelqu'un d'autre a suggéré une thérapie professionnelle. Le dîner était silencieux. Le dîner était silencieux. Pas parce que le ragoût avait gagné, mais parce que tout le monde contemplait leur prochain mouvement. « Nous devons laisser une empreinte, » dit Anna. « De préférence pas avec de la soupe, » ajouta Elsbeth, se souvenant de sa tâche d'il y a 2 nuits. « Un héritage, » hocha la tête Daniel. « Un monument, une statue de chou, » proposa Lucia, sans vraiment plaisanter. « Nous écrivons une chanson, » proposa Anna. « Un hymne pour la 3e classe. » Cela a commencé simplement. Anna. « Nous sommes les bouillis, les courageux, les liés au pain. » Voilà, nous sommes les bouillis, les courageux, les liés par le pain.
Daniel. Nous mâchons avec fierté et déglutissons avec espoir. Daniel. Nous mâchons avec fierté et déglutissons avec espoir. Daniel. Nous mâchons avec fierté et avalons avec espoir. Elsbeth. Notre bouillie est de la colle, nos esprits de l'or. Elsbeth. Notre bouillie est de la colle, nos esprits de l'or. Elsbeth. Notre bouillie est de la colle, notre esprit de l'or. Milena. Je ne rimerai pas. Milena. Je ne rimerai pas. Je vais poignarder. Lucia. Solo d'harmonica qui ressemblait à de l'espoir en train de bouillir. Ils l'ont chanté jusqu'à ce que quelqu'un frappe une serpillière contre un tuyau. Succès. Cette nuit-là, Anna était allongée dans son lit, fixant le plafond où un cafard avait écrit son propre roman. Elle se sentait légère, chaleureuse, connectée. Quelque part au-dessus, des gens dînaient d'huîtres et de mensonges. Mais ici, dans les entrailles du navire, quelque chose de beau était en train de grandir. La communauté. Les hérir, peut-être même de la moisissure. Ça n'avait pas d'importance, parce qu'ils savaient l'un l'autre. Et peut-être, juste peut-être, un dessert demain. Chapitre 5. Thé, trahison et pantalon en flammes. Le matin sur le Titanic ne se leva pas avec grâce, mais avec un bruit sourd, plus précisément, Daniel tombant de son lit après un rêve où il sauvait héroïquement une théière des pirates. « Ça va ?» Anna demanda, encore à moitié endormie et couverte de ce qu'elle supposait être ses propres chaussettes. L'une était sur sa main. « Je ne regrette rien, » répondit Daniel depuis le sol. Le chou de Lucia avait mystérieusement bougé pendant la nuit. Il trônait maintenant sur une caisse dans le coin, comme s'il surveillait son royaume. Milena refusait de parler tant qu'elle n'avait pas consommé sa cuillerée de vinaigre traditionnelle avant le petit déjeuner. Elsbeth essayait de se peigner avec une fourchette, citant des proverbes nordiques à personne en particulier. Cela s'annonçait comme une journée normale. Le petit déjeuner avait atteint une nouvelle densité. La cuillère d'Anna se tenait droite au milieu comme un drapeau, marquant la découverte d'un nouveau continent. Au petit déjeuner, la bouillie avait atteint une nouvelle densité. La cuillère d'Anna se tenait droite au milieu comme un drapeau, marquant la découverte d'un nouveau continent. « Je pense qu'il évolue, » chuchota-t-elle. « S'il fait pousser des membres, on court. » Daniel ajouta du sel, puis du poivre, puis une autre cuillère. Rien ne changea. Lucia faisait semblant de manger poliment, nourrissant occasionnellement son chou d'une cuillerée. Il semblait mécontent. Milena fronça les sourcils dans son bol. « Il me regarde. » Elsbeth se redressa. « C'est un bon nom, me surveillant. » Pour la bouillie, ils levèrent leur cuillère en une unité solennelle, à Watching Me. Cela reviendrait. L'événement principal de la journée était un chaos organisé, un jeu de pont appelé « Frappe le cerceau », qui consistait principalement à ce que les passagers lancent des objets près d'autres objets et revendiquent la victoire. Anna, qui n'hésitait jamais à inventer des règles à la volée, s'est déclarée arbitre. Elle portait un foulard autour de la tête comme un sénateur romain et frappait une cuillère contre une tasse de thé pour signaler le début des manches. Chaque fois que quelqu'un lui demandait quelles étaient les règles, elle répondait « Oui ». Daniel lança un anneau de corde, rata complètement et frappa un steward. Point bonus. Lucia entra avec son chou, qu'elle lança comme un disque. Il atterrit gracieusement sur une caisse, renversant 3 harmonicas,
La foule retint son souffle. Est-il légal d'utiliser des légumes comme projectiles? Elsbeth a demandé. Seulement si c'est émotionnellement stable, répondit Anna. Milena a refusé de jouer, invoquant des principes, et mon dos ne se plie plus de cette façon. À la fin du jeu, personne n'a gagné. 5 personnes ont prétendu l'avoir fait, et quelqu'un avait d'une manière ou d'une autre perdu une chaussure dans l'Atlantique. La plupart des gens ont passé un bon moment. Le déjeuner était un ragoût. Encore. Mais il avait une texture. Peut-être des lentilles. Peut-être du gravier. Anna regarda le sien pensivement. C'est soit délicieux, soit une vengeance. Daniel renifla son bol. Avons-nous insulté le cuisinier récemment? Elsbeth prit une bouchée et déclara. On dirait de la philosophie médiévale. Milena, sans se laisser perturber, ajouta de la moutarde qu'elle avait apparemment introduite clandestinement dans sa botte. Lucia se contenta d'offrir son bol au chou, qui refusa pour la première fois. Un moment de silence a été observé. Ce jour-là, la catastrophe a frappé. Ce jour-là, la catastrophe a frappé. Le journal d'Anna a disparu. Elle a cherché partout, sous les couchettes, dans les bottes, entre les tranches de pain de secours. « Il contenait toutes mes bonnes citations », s'écria-t-elle. « Mon poème sur la soupe en colère, mon limérique sur les sourcils de Milena. »« Lequel ?» Milena a demandé. Chapitre 7. Ils bougent quand elles froncent les sourcils, et ils effraient les clowns. Ils ont lancé une enquête complète. Daniel a dessiné une carte. Elsbeth a interrogé les rats. Lucia a mis en scène une reconstitution musicale du vol avec harmonica et mouvement de foulard interprétatif. Enfin, ils l'ont trouvé dans les toilettes, sous une pile de draps mystérieux. Le journal a été enlevé par des fantômes, déclara Anna. Je pense que c'était Milena, murmura Elsbeth. Prouve-le, dit Milena en aiguisant une cuillère. Ils l'ont laissé tomber. Le dîner a apporté une nouvelle horreur. Des haricots. Cuites, brûlés. Peut-être en train de ruminer. Ils étaient accompagnés d'une tranche de pain grillé si sèche qu'elle pouvait légalement être qualifiée de parchemin. Anna la tenait à la lumière et voyait une vision de ses propres ancêtres déçus. Daniel prit une bouchée et dit « Eh bien, maintenant je sais à quoi ressemble la trahison. » Elsbeth a essayé d'écrire une lettre de rupture à son toast. Il s'est effrité avant qu'elle ne puisse finir. Le chou de Lucia a tourné le dos à l'assiette. Milena a tout mangé dans un silence de fer, puis elle a demandé une deuxième portion. Anna sirota son thé et murmura « Quelque part, quelqu'un en première classe mange des fraises trempées dans du champagne et éternue dans de la soie. » Daniel leva son morceau de toast. « À eux, qu'ils marchent sur un Lego. » Santé. Cette nuit-là, ils ont tenu un procès. L'accusé, Watching-Me la bouillie, pour crime contre la digestion. Juge. Anna. Jury. Le chou. Avocat de la défense. Daniel, portant une serviette comme une cape. Procureur. Milena, qui a apporté des preuves réelles. Une cuillère tordue depuis mardi dernier. Elsbeth était la sténographe du tribunal, enregistrant tout sur des tranches de pain grillé. Lucia jouait de l'harmonica dramatique entre les témoignages. Le procès s'est terminé dans le chaos lorsque Watching-Me a sauté de son bol et a peut-être essayé de manger le chapeau de Daniel. Le chou s'est évanoui.
Verdict. Coupable. Sentence. Évacué. Avec honneur. Ils chantèrent un court hymne. Puis, ils se sont couchés. Anna a écrit dans son journal. Aujourd'hui, nous avons affronté des haricots, des trahisons et de la bouillie existentielle. Toujours debout, toujours en train de chanter. Milena est peut-être une ex-assassine. Daniel a renommé sa chaussure. Elsbeth a tressé une queue de rat. Le chou de Lucia prétend maintenant parler français. Elle sourit. Le Titanic vibrait sous elle. Et quelque part, à travers le métal, les rêves et le ragoût, elle entendit des rires. Chez elle. Chapitre 6. La confrontation du ragoût du dimanche. Le dimanche arriva avec le drame d'une opéra victorienne. L'air en 3e classe bourdonnait de soupçons et de statiques. Quelqu'un dit que le ragoût avait des oignons aujourd'hui. Quelqu'un d'autre prétendit avoir vu un steward sourire. Anna commença sa matinée en tombant du lit et dans ses bottes, qui avaient décidé pendant la nuit de se réfugier sous le lit de Milena. « Tu ronflais comme un morse en train de lire de la poésie », l'informa Milena d'un ton plat. « Au moins, je suis cultivée », répondit Anna en laquant sa botte gauche tout en sautillant comme une chèvre en retard pour la messe. Le chou de Lucia avait été baptisé avec du thé à la menthe et portait maintenant un chapeau tricoté à la main. Il devenait de plus en plus présidentiel chaque jour. Elsbeth avait décidé que c'était un jour spécial et portait 3 rubans et une seule boucle d'oreille faite d'une fourchette tordue. Daniel était déjà assis dans le couloir avec un air satisfait et une harmonica qu'il ne savait pas jouer. « Grande journée, dit-il. Faites-vous référence au ragoût ou à votre totale absence de honte musicale? Faites-vous référence au ragoût ou à votre totale absence de honte musicale? Les deux. Both. Les deux. La bouillie du petit déjeuner avait la même texture qu'un récent chagrin d'amour et était légèrement plus chaude qu'une trahison. Mais les passagers y étaient habitués maintenant. Cela forgeait le caractère, et peut-être du tissu cicatriciel interne. Anna remuait le sien comme une sorcière, planifiant sa vengeance. « Hier soir, j'ai rêvé d'un croissant, » murmura-t-elle. Il était doré, feuilleté, beurré. Et puis ça s'est transformé en Milena et m'a dit de faire des pompes. Milena, entendant, hocha la tête. « Bien, tu es faible. » Daniel écrivait un discours. Quelque chose sur la diplomatie du ragoût. Lucia fredonnait des berceuses à son chou, désormais bercé dans un berceau en écharpe. Elsbeth trempa son pain dans la bouillie et la qualifiait d'avant-gardiste. « Je ne dis pas qu'on a perdu la raison, » murmura Anna, « mais si le chou commence à chanter en latin, je me tire. » Et puis c'est arrivé, et puis ça s'est produit. L'heure du déjeuner. Le dernier ragoût du dimanche. Le dernier bouillon. Ils entrèrent dans le saloon en silence respectueux. Personne ne parlait. Personne ne plaisantait. Quelque part, un harmonica gémissait une seule note de suspense. Des bols furent posés. Le ragoût scintillait d'un but mystérieux. Il avait une odeur, une puissante, comme une responsabilité rôtie. Daniel se pencha. « Ceci n'est pas juste un ragoût, c'est un héritage. » Anna leva sa cuillère. C'est épais, déterminé. Un ragoût avec conviction. Lucia trempa son pain. Le chou sourit. Milena avait déjà terminé son bol. « C'était bon ?» Elsbeth demanda. « Il ne s'est pas battu, » répondit Milena.
Respectable. Ils mangèrent. Et pendant un instant, tout semblait avoir un sens. Toutes les blagues, la faim, la folie. Ils formaient un groupe. Une famille de laissés-pour-compte, unis par du pain insipide et des repas à la texture agressive. Un silence tomba, pas inconfortable, sacré. Anna se leva. Elle leva sa cuillère. « Aujourd'hui, commença-t-elle, nous avons goûté au triomphe. » Daniel la rejoignit, levant sa tasse de thé. « Nous avons survécu aux viandes mystérieuses, à la bouillie hantée et à la grande tragédie des haricots. » Elsbeth ajouta, « Nous avons chanté des chansons que personne ne voulait, joué à des jeux que personne ne comprenait. » Milena ne s'est pas levée, mais elle a hoché la tête une fois et a aiguisé une fourchette au cas où. Lucia tenait doucement le chou. « Et nous avons appris, déclara Anna, que la 3e classe n'est pas la 3e meilleure. C'est la seule classe où le thé a du caractère, où les cuillères font office d'armes, où chaque repas est un pari et chaque amitié une récompense. » Le saloon applaudit. Un steward cligna des yeux 2 fois. Quelqu'un pleura, mais cela pouvait être des allergies. Anna s'assit. Daniel chuchota. « Tu devrais être président. » « Du chou ? Du chou ? De tout. De tout. » Elle rougit. Ou peut-être que le ragoût était épicé. Difficile à dire. L'après-midi est arrivé avec un sentiment de paix. L'après-midi est venu avec un sentiment de paix. Les gens faisaient de la sieste, partageaient en des histoires, échangeaient en des boutons. Lucia a organisé une cérémonie de mariage pour son chou et un petit pain. Anna a officié. Daniel a prononcé un discours. Milena s'est opposée pour des raisons d'incompatibilité de glucides. La réception consistait en un sachet de thé infusé dans une tasse d'eau tiède, partagé entre 6 invités. Il y avait de la danse. Lucia jouait de l'harmonica. Elsbeth faisait quelque chose qui aurait pu être du twerk norvégien. Un steward est entré, a jeté un coup d'œil et est ressorti. Cette nuit-là, avant de se coucher, Anna écrivit « Dimanche était le meilleur jour. Pas parce que le ragoût était bon, il l'était. Pas parce que le thé n'avait pas le goût de l'insulte, il n'en avait pas. Mais parce que nous avons choisi de le rendre bon. Ensemble. Nous avons construit une cathédrale à partir de bouillon et de chaos. Et pendant un instant, nous étions plus que des passagers. Nous étions autre chose. Une famille, une saveur, une tribu de soupe. » Elle ferma son livre, éteignit la lumière et rêva de lustres en forme de chou. Chapitre 7. La nuit où les carottes ont pleuré. Cela a commencé, comme la plupart des désastres, par quelqu'un qui a déclaré « Tout va bien ». Ce n'était pas bien. Anna venait de finir de se brosser les dents avec ce qui aurait pu être du savon et du désespoir, quand le vaisseau fit un soubresaut qui fit simultanément remettre en question la gravité, le destin et l'intégrité architecturale de leur molaire à tout le monde dans les toilettes. Lucia a crié, ou peut-être éternué. Quoi qu'il en soit, ça ressemblait à de la panique. Daniel tomba d'un banc et cria « Est-ce que quelqu'un a contrarié les dieux de la soupe ?»« Ah ah !»« Est-ce que quelqu'un a contrarié les dieux de la soupe ?» Milena resta parfaitement immobile. « De la glace, » dit-elle. « Tu veux de la glace ? Tu veux de la glace ? Non, non. On l'a touché. » Daniel cligna des yeux. « De la glace ? Genre le truc froid ? Oui, celui qui fait sombrer les rêves et la soupe. » Anna attrapa ses bottes. « Est-ce que c'est grave ?» Anna attrapa ses bottes.
C'est mauvais. Seulement si tu tiens à ne pas te noyer. Seulement si tu aimes ne pas te noyer. Il courait. Eh bien, Daniel a couru. Anna a trottiné. Elsbeth a fait des bonds puissants. Lucia portait son chou comme un orbe sacré. Milena glissait comme une sorcière en mission. Les couloirs étaient remplis de gens faisant trois choses. Les couloirs étaient remplis de gens faisant trois choses. Crier, poser des questions à voix haute sans écouter les réponses, tenir des objets de grande valeur émotionnelle, allant des chapeaux aux sandwichs au jambon. Les stewards criaient des choses comme « Retournez dans vos chambres » et « Tout est sous contrôle », ce qui, comme tout le monde le savait, était le code des stewards pour dire « La merde a touché le ventilateur ». Anna arrêta un steward. « Le navire coule-t-il » ? « Le navire coule-t-il » ? « Non, dit-il, beaucoup trop rapidement. « Nous sommes justes. Testez la gravité. Horizontally. » Daniel a pointé un mur incliné. « Il passe actuellement. » Lucia murmura à son chou. « Tiens bon, Ferdinand. Nous pourrions avoir besoin de flotter. » Elsbeth a tressé ses cheveux en forme de bouée de sauvetage. Milena se contenta de craquer ses knuckles. Je m'entraîne pour ça depuis 1869. Personne n'a demandé ce qui s'était passé en 1869. Il savait de mieux. Dans le saloon, le chaos s'était déguisé et avait organisé une tea party. Les chaises étaient de travers. Les bols roulaient comme des tortues ivres. Une carotte rebelle glissait sur le sol avec détermination. Anna la contourna respectueusement. « C'est ici que nous avons eu du ragoût il y a à peine quelques heures, » dit-elle, hors d'haleine. « Et maintenant, » ajouta Daniel, « c'est un ragoût d'un autre genre. » Elsbeth a essayé d'organiser les gens en une ligne de conga. Ce n'était pas efficace. Milena a réquisitionné un plateau et l'a transformé en bouclier improvisé. Lucia fixait l'eau qui s'étendait maintenant sur le sol. Je pense qu'il est temps que le chou accomplisse son destin. « Lequel escos ?» demanda Anna. « Buoyancy. » Le chou a été placé dans une petite caisse tapissée de lin et on lui a donné une miette de pain grillé pour porter chance. Lucia murmura un hymne. Ils ont essayé d'accéder au pont supérieur. Ils ont essayé d'atteindre les ponts supérieurs. Essayez. L'escalier était bondé. Les passagers de 3e classe se retrouvaient coincés contre des portes indiquant des choses comme « réservé à l'équipage »,« accès autorisé » et « sûrement pas vous ». Les stewards aboyaient des ordres tout en paniquant clairement intérieurement. L'un d'eux pleurait doucement dans une cravate. « Nous devons sortir », dit Anna. « Tu crois ?» Daniel répondit, tenant maintenant une cuillère comme une arme. « Que faisons-nous » Elsbeth demanda. Milena répondit en donnant un coup de pied à une porte avec la puissance de la vengeance balkanique. « Nous trouvons un autre chemin. Suivez-moi si vous tenez à vos râtes. » Personne ne l'a remis en question. Ils se faufilèrent à travers les salles de stockage, passant devant des caisses de navets et des fûts marqués « Ne pas toucher, sérieusement », et émergèrent enfin dans un couloir qui penchait comme une balançoire sous tequila. « Par ici !» Milena beugla. Lucia trébucha, mais fut rattrapée par Daniel, qui glissa à son tour et atterrit sur une serpillière. La serpillière riposta. Anna s'est mise à rire, hystériquement. « On va mourir avec des chaussettes mouillées », gloussa-t-elle. « Parle pour toi. »« J'ai changé le mien il y a 3 heures. » Elsbeth cria fièrement. Ils atteignirent une cage d'escalier de service juste au moment où l'eau embrassait leurs talons. Un steward essaya de les arrêter. Milena lui tendit sa cuillère. « Tu peux vivre. » Il les laissa passer. Sur le pont supérieur,
Les choses n'étaient pas meilleures. Les canaux de sauvetage étaient à moitié abaissés, à moitié oubliés, et totalement inutiles. Les passagers de première classe, en soie et en proie à la peur, serraient des bijoux, des chiens et de petits chanteurs d'opéra. « Faites place !» Un homme cria. « Je suis riche et inflammable. Je suis riche et inflammable. » Daniel cria. « Nous sommes ici pour un chou. » Daniel a crié. « Nous sommes là pour un chou. Nous sommes là pour un chou. » Les gens se sont écartés, probablement dans la confusion. Une barque était en train d'être descendue. Lucia cria. « Ferdinand ! Ferdinand !» Le chou, auparavant présumé perdu, flottait dans sa caisse comme une royauté sur une gondole. Un membre de l'équipage le ramassa et le mit dans le bateau. « Racontez notre histoire !» Lucia appela. Le chou ne dit rien, mais il comprenait. Anna se tourna vers Daniel. « Nous devons monter dans l'un de ceux-là. » Anna se tourna vers Daniel. « Nous devons monter sur l'un de ceux-là. »« Bateau ? Bateau ? Non, non. Nuages. Bien sûr des bateaux. » Elsbeth fabriquait un parachute avec des culottes. Milena l'aidait. Rien que cela était alarmant. Ils ont couru. Ils ont esquivé. Ils ont soudoyé un homme avec un sandwich au jambon. Et d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, ils ont atteint un canot de sauvetage. Il n'y avait que 2 places. « Anna, » dit Daniel, « vas-y. »« Non. Nous deux. Anna. Go. » Milena poussa Anna dans le bateau. Lucia grimpa après, serrant une caisse vide où un chou avait autrefois régné. Le bateau descendit. Daniel resta en haut, souriant, possiblement en paix, possiblement déjà malade en mer. Anna cria « Tu ferais mieux de survivre, espèce d'idiot maniant la cuillère. Tu ferais mieux de survivre, idiot manieur de cuillère. » Il fit un clin d'œil. Elsbeth a lancé une harmonica. Milena a salué. Puis elles sont parties dans le froid, dans l'obscurité, dans l'histoire. Chapitre 8. Vie, laitue et rires à flots. La nuit était froide. Pas juste froide, mais d'une froideur personnelle, comme si l'Atlantique avait lu le journal d'Anna et n'aimait pas son écriture. Le canot de sauvetage grinçait à chaque vague. L'eau clapait contre les côtés, murmurant des choses comme « Tu as oublié ta brosse à dents » et « Tu aurais dû prendre un autre chou ». Anna serra la main de Lucia tout en essayant de garder la couverture sur ses jambes. Les autres passagers restaient silencieux, leurs expressions allant de solennelles à extrêmement solennelles, jusqu'à un niveau stoïque digne d'un chou. Lucia finit par rompre le silence. Ferdinand aurait adoré ça. Anna cligna des yeux. L'océan glacé, la terreur ou l'odeur de laine trempée. Le drame. Le drame. Il était toujours un peu théâtral. Les étoiles au-dessus scintillaient comme des paillettes renversées par une divinité maladroite. Cela aurait dû être beau. Mais tout ce qu'Anna pouvait penser était « Daniel a-t-il survécu? Milena a-t-elle poignardé un iceberg par dépit? Elsbeth a-t-elle survécu et trouvé un nouvel harmonica ?» Soudain, du fond du canot de sauvetage, quelqu'un toussa théâtralement. « Si quelqu'un chante, je saute par-dessus bord », dit une voix qui ne pouvait appartenir qu'à Milena. Anna se retourna. La voilà, enveloppée dans une couverture, cuillère à la main, expression taillée dans le granit. « Milena, comment, quand, nager. J'ai donné un coup de pied à une pieuvre, grimpé sur une caisse. Mardi typique. Anna l'a embrassée sans permission. Milena l'a permis pendant exactement
1 vu 3 secondes. Et les autres? Daniel, Elsbeth, Elsbeth. Milena pointa. Milena a pointé. De l'autre côté de l'eau, sur une autre chaloupe, une silhouette se tenait de manière dramatique, bras levés, cheveux en désordre, probablement en train de réciter de la poésie aux mouettes. « Daniel », murmura Anna. Lucia essuya une larme. Ferdinand, évengé. Des heures passèrent. Les heures passèrent. Le soleil se leva avec la subtilité d'un gong au visage. Tout le monde à bord avait l'air de survivants d'une bataille alimentaire théâtrale. Puis, au loin, un navire apparut. Un petit, mais il avait de la fumée, des drapeaux et, présumément, du thé. « Nous sommes sauvés !» Quelqu'un cria. « Ne porte pas la poisse !» aboya Milena. Un steward sur le vaisseau de sauvetage cria « Nous avons du bouillon ! Nous avons du bouillon !» Anna faillit pleurer. Ils furent embarqués avec toute la grâce de chaussettes mouillées, mais personne ne se plaignit. Des couvertures furent distribuées, ainsi que des biscuits. Anna mordit dans l'un d'eux et goûta à la civilisation. Daniel était là aussi, enveloppé dans un châle en tartan comme un noble excentrique. « Anna, Anna, tu es vivante. Tu as vécu, tu as survécu. » À peine, à peine. J'ai passé 2 heures à partager un banc avec un homme qui pensait être le fantôme de César. A-t-il essayé de conquérir quelque chose? Est-ce qu'il a essayé de conquérir quelque chose? Il a déclaré la guerre à une bouée de sauvetage. Il a déclaré la guerre à une bouée de sauvetage. Elsbeth les rejoignit quelques instants plus tard, harmonica en bouche, tresse légèrement gelée, souriant comme quelqu'un qui avait survécu à une tornade musicale. « J'ai raté le petit déjeuner, » dit-elle. Milena grogna. « Tu as raté une opéra au niveau de la mer. » Lucia monta à bord en dernier, portant une caisse vide et une seule feuille de chou. Il sera toujours avec nous, dans l'esprit de la salade. Ils ont été emmenés à New York. La ville s'élevait comme un mirage de béton, grouillante de gens, de fumée, de bruit et d'odeurs, pas tout à fait légales. Ils ont été emmenés à New York. La ville s'élevait comme un mirage de béton, grouillante de gens, de fumée, de bruit et d'odeurs, pas tout à fait légales. Les passagers de 3e classe étaient traités avec toute la lenteur d'un paresseux endormi, mais finalement, ils furent libérés dans la symphonie chaotique de la vie urbaine du début du XXe siècle. Anna se tenait sur le quai, vivante, froide, libre. « Alors » demanda-t-elle au groupe. « Et maintenant ?»« Alors » demanda-t-elle au groupe. « Que fait-on maintenant ?» Daniel la regarda. « On trouve un endroit avec de la soupe. » Daniel la regarda. « On trouve un endroit avec de la soupe. Pas de ragoût. Jamais de ragoût. » Lucia leva sa feuille de chou. « Nous ouvrons un musée. » Milena hocha la tête. « Et j'enseigne l'autodéfense avec des cuillères. » Elsbeth tourna. « Je vais devenir une artiste interprète professionnelle de l'harmonica et danseuse. » Ils regardèrent Anna. Elle sourit. « Je vais tout écrire. Chaque bouchée de ragoût, chaque tasse de thé hanté, chaque mariage de choux. » Daniel lui offrit un carnet. Vide, frais, non taché par la bouillie. Elle la prit, inhala et commença à écrire. Ce n'est pas une histoire de tragédie. C'est une histoire de soupe, de survie et du miracle particulier de rencontrer les siens dans l'endroit le plus ridicule, parfumé aux choux, qui soit. Des années plus tard, dans un modeste café à Brooklyn appelé The Soup Deck, le groupe se réunissait 1 fois par semaine. Des années plus tard,
Dans un modeste café à Brooklyn, appelé The Soup Deck, le groupe se réunissait une fois par semaine. Anna lisait des chapitres à voix haute. Daniel servait le thé, légèrement meilleur maintenant. Lucia animait des conférences sur le chou. Milena s'occupait de la sécurité. Elsbeth fournissait la musique d'ambiance avec son harmonica et ses tresses interprétatives. Les clients venaient pour la nourriture. Ils sont restés pour les histoires. Et toujours, ils portaient un toast. À la 3e classe, que votre pain ne s'émiette jamais, que votre thé ne morde jamais, et que votre ragoût se rende toujours.